Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il transforme YouTube en cours de maths à ciel ouvert. Découverte de notre influenceur à suivre, Mickaël Lenné, alias MicMath. Il a une idée derrière la tech, forcément vous vous en doutez, c'est Gaël Musquet. Gaël, aujourd'hui tu vas nous parler du projet Vidéolan, un projet d'étudiants. Peut-être que certains s'en souviennent autour de cette table. Alors, j'espère en tout cas, on a tous vu ce petit cône de chantier et Vidéolan, c'est vraiment le projet open source, logiciel libre d'étudiants qui a très bien tourné. Et on y revient justement avec toi dans un instant. Éthique de confiance au service de l'humanité. Après avoir été décriée, l'intelligence artificielle s'apprête à faire sa révolution, à bâtir cette IA du 21e siècle. Et bien pour le faire, il faut aussi aller chercher les talents où qu'ils se trouvent et qu'elles se trouvent surtout. Ces nouveaux territoires de l'IA à plus d'un titre, on va l'arpenter avec notre invité William Eldin, CEO et fondateur surtout de 22. Bonjour à vous William. Bonjour. Mais d'abord, focus. Est-ce que le calcul vous divise, messieurs, dames? Est-ce que vous avez toujours voulu connaître la vérité sur les tables de multiplication sans jamais avoir osé le demander? Eh bien, pas de panique, Mickaël Lenné a forcément la réponse. Ça se passe sur YouTube, bien évidemment. Édouard Denuot nous emmène dans l'univers de MicMath. Il aurait pu devenir chercheur, ingénieur ou encore enseignant. Mickaël Lenné est un mathématicien français de 38 ans. Diplômé de l'École normale supérieure et docteur en mathématiques après une thèse sur les probabilités, il choisit de toucher le plus grand nombre et lance son site internet MicMath en 2007. Son ambition d'alors est de proposer une approche des maths différente de celle traditionnellement enseignée à l'école. En 2013, il lance sa propre chaîne YouTube avec pour ambition de vulgariser les mathématiques et surtout, comme il le dit lui-même, de faire découvrir à tous ce monde merveilleux. Dans son style bien particulier, Mickaël Lenné passe en revue tout ce que peuvent offrir les mathématiques. Des théories de culture générale aux grands problèmes de maths en passant par les équations. Ces derniers jours, on a vu ressurgir sur les réseaux sociaux un calcul qui fait débat. Alors celui-ci ou l'une de ses variantes, en tout cas, les gens ne sont pas d'accord sur les résultats. Et vous pouvez prendre un peu de temps pour y réfléchir si vous voulez. Grosso modo, il y a deux façons d'aborder le calcul. On peut soit d'abord calculer cette partie qui fait 2 fois 3, donc 6, puis ensuite calculer 6 divisé par 6 qui donne 1. Ou alors, calculer d'abord 1 plus 2, et puis prendre les opérations qui restent de gauche à droite, et on a donc 6 divisé par 2 qui donne 3, et 3 fois 3, 9. Alors 1 ou 9, quel est le bon résultat? Il s'agit d'un problème de priorité des opérations. La question c'est dans quel ordre est-ce qu'il faut faire le calcul? Aujourd'hui, avec plus de 500 000 abonnés et près de 45 millions de vues, Mickaël Lenné s'est imposé comme l'un des vulgarisateurs mathématiques de référence. Et il a réussi son pari, celui de partager ses connaissances avec le plus grand nombre. William, est-ce que vous auriez adoré avoir un prof de maths comme MicMath? J'aurais adoré parce que ça donne envie. C'est côté jeu, côté ludique, donc oui, carrément. C'est ce qui manque, je pense. Et Gaël, c'est un prof que tu recommandes à tout le monde? Bah oui, moi j'ai eu des bons profs de maths, moi, qui m'ont bien aidé, bien inspiré, donc c'est dans la lancée, oui, complètement. Et justement, les maths, on va en reparler, mais on n'a pas forcément peut-être besoin de les connaître par cœur pour construire l'IA du futur, cette IA nouvelle génération, plus éthique, plus durable et surtout de confiance. On en parle tout de suite dans l'école du futur. William Eldin, vous avez donc fondé il y a quelques années déjà 22, c'est votre agence pour pouvoir inventer notamment cette IA du futur. Question à 1 milliard d'euros à peu près comme une licorne. Comment est-ce qu'on définit l'intelligence artificielle de demain? Waouh, l'intelligence artificielle de demain en plus. Donc ça veut dire que c'est un outil, une boîte à outils de l'être humain qui permet d'aller plus vite sur plein de choses. Alors, il y a plein d'IA. Il y a une IA de la data, il y a une IA de la vision, il y a une IA du son. Enfin, il y a plein de catégories. Mais pour moi, je vois vraiment ça comme la boîte à outils du plombier. C'est-à-dire qu'il vient avec ses marteaux, ses tournevis, etc. Et bien, plus tard, dans notre travail, on aura tous notre petit sac à dos numérique avec à l'intérieur plein d'algorithmes qui nous aident dans nos travails au quotidien. Donc, bien évidemment, c'est faire du code. Et ce code-là donne des solutions ou nous permet de gagner du temps.
Donc l'intelligence artificielle, ce sont des lignes de code qui nous permettent de gagner du temps sur tout un tas de choses dans nos métiers quotidiens. Et si j'ose dire, vous êtes un peu un monsieur Jourdain, finalement, Ouais. de l'intelligence artificielle, parce que vous l'avez appris sur le tas, mais justement, Oui. c'est plutôt une des qualités, parce que vous êtes vous-même autodidacte, entrepreneur touche à tout. Certains s'en souviennent peut-être, vous étiez animateur sur Fun Radio et vous avez notamment aidé à produire et coproduire le tube de l'été 2008, c'était Disco Beach. Vous avez aussi monté votre première entreprise à 19 ans, participé à l'essor des systèmes anti-radar et d'aide à la navigation Coyote. Et puis, c'est à ce moment-là que vous avez décidé finalement de vous miser sur l'IA et toutes ces disciplines, notamment le computer vision, la vision par ordinateur, augmenter le sens humain de la vision. C'est désormais votre mission avec 22. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que l'intelligence artificielle en vision par ordinateur imite notre façon de percevoir le monde. Et donc du coup, si on regarde le monde autour de nous, il y a des humains, il y a un plateau, donc là, possiblement, je suis sur une scène ou un plateau TV. Et donc du coup, c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça que j'ai pu être autodidacte aussi là-dedans, c'est parce que tous nos réflexes à nous, quand on regarde le monde, on arrive à les coder à l'intérieur d'algorithmes qui permettent justement de reconnaître comme nous on reconnaîtrait une scène. Alors vous le connaissez, vous le voyez en voiture. La voiture autonome permet de reconnaître les autres voitures, les piétons, et du coup elle accélère ou elle freine. Imaginez ça, mais partout en fait. C'est-à-dire dans une ville, il y a des caméras qui servent à la sécurité aujourd'hui. Pourquoi ça ne servirait pas à éteindre les lumières, à vider les poubelles, à sauver quelqu'un qui vient de tomber ? Pourquoi, dans une usine, ça ne servirait pas aussi à regarder si tout est bien monté ? Pourquoi, dans un fast-food, ça ne servirait pas à bien livrer une bonne commande ou justement détecter qu'une table est à débarrasser pour libérer la place ? En fait, ça peut faire tout ce qu'on sait faire, nous, avec nos yeux. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, donc avec 22, il y a quelques années maintenant, et que notre objectif est de faire une plateforme avec plein d'algorithmes dessus qui permet de se brancher au système vidéo existant et en fait de faire tout un tas d'autres choses que de la sécurité, comme de l'analyse de la mobilité, pourquoi pas même aider l'être humain à se sauver dans des endroits où il a des problèmes, dans les incendies, etc. En fait, vous allez voir, on va en parler, tous les cas d'usage qui existent, ça fait dire que cette technologie-là, elle a une profondeur infinie en fait. Et on peut vraiment créer tout ce qu'on veut par-dessus cette techno-là. Et on va revenir justement aux mythes et aux réalités de l'intelligence artificielle, notamment la façon dont elle est conçue aujourd'hui en 2022. Parce que vous le disiez, la reconnaissance faciale, la détection, les smart cities, le retail, la grande distribution, on voit que d'une part les champs d'application sont très larges et puis les subdivisions de l'IA sont aussi assez infinies. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Comment est-ce qu'on arrive à bien réadapter ces technologies d'intelligence artificielle à des champs en particulier ? Oui, il faut former avec de la donnée. En fait, il faut avoir la donnée de chaque secteur pour pouvoir bien former l'IA à reconnaître ce qui va se passer dans ce secteur-là. Il existe des milliers de choses, admettons, pour détecter une chute d'une personne. On va avoir une analyse du squelette. Et donc, du coup, dans la caméra, on va voir que l'algorithme voit des petits humains, ça fait des squelettes. Un squelette qui tombe, c'est une chute. Mais, dans un autre cas, on pourrait détecter, je ne sais pas moi, une personne qui est déjà au sol et on verrait le squelette qui tombe au sol, mais pas la peine d'analyser toute la chute, on veut voir juste les gens au sol. Donc, du coup, en fait, l'approche dans une ville peut être de détecter quelqu'un qui chute, mais pas forcément quelqu'un qui reste au sol. Pour des questions éthiques, ça pourrait être des personnes sans abri et on n'a pas intérêt à les détecter s'ils sont sans abri, les pauvres déjà, donc plutôt envoyer des secours que réprimander. Et donc, dans chaque cas d'utilisation, il va y avoir une manière d'utiliser l'algorithme et de le faire ethic by design, on va en reparler, qui permettra justement de détecter la bonne chose au bon endroit, au bon moment et surtout de cadrer le logiciel. Parce qu'en fait, c'est tellement infini, les possibilités, que, en effet, des fois, nos clients nous apprennent des cas d'utilisation qu'il y a à l'intérieur de notre logiciel et en fait, ça peut dériver. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est bien former pour chaque secteur, bien limiter et cadrer et structurer pour chaque secteur et vite poser des lois, mais on va avoir l'occasion d'en reparler aussi. Oui, parce que c'est pour cette raison-là que chez 22, alors je ne sais pas si l'objectif c'est forcément d'imaginer l'intelligence artificielle du 22e siècle, mais vous vous êtes dit qu'il fallait déjà de vous-même pouvoir entrer dans cette logique d'IA
éthique donc, et de confiance, et donc de former un comité d'éthique au sein de l'entreprise et d'en dérouler une charte. Vous venez tout juste de la publier. D'abord, quels sont les principes de cette charte ? Les principes de cette charte sont de ne pas travailler pour des entreprises qui tuent directement ou indirectement des êtres humains. Ensuite, le principe de cette charte est évolutif, c'est-à-dire que, honnêtement, on était perdus au tout début en lançant 22 il y a 5-6 ans maintenant. On arrive, on travaille pour les villes, il y a une ville qui nous demande de détecter les caravanes. Et là, j'ai mes ingénieurs qui commencent à dire « William, on ne veut pas y aller là-dedans parce que ça ne nous intéresse pas de faire des différenciations ethniques. » Et donc, du coup, on a dit « Ok, il faut en parler de cette chose-là. » Et c'est de là qu'est venue, en fait, les premières questions sur l'éthique et on a constitué un comité éthique. Donc, ce comité éthique, au début, je ne savais pas trop. Donc, on a pris 4 extérieurs, des philosophes, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et en interne, on a pris... un vendeur et un ingénieur. Le vendeur étant plutôt pour et l'ingénieur étant plutôt celui qui cadre et veut structurer les choses. Et de ces comités éthiques, en fait, ça dure 2 heures tous les 2 mois, depuis maintenant 2 ans, et on débat de toutes les nouvelles fonctionnalités que veuillent justement sortir nos clients. Et parfois, il vous arrive justement d'aller à l'encontre des velléités de vos clients et de leur dire non, ça, on ne le fera pas. Ah mais carrément, et souvent en plus, chaque comité éthique, on sort 2-3 fonctionnalités parce que, premièrement, c'est pas dans nos mœurs à nous. On veut pas aller travailler pour l'armement, on veut pas aller travailler pour tout ce qui est assujetti au marketing et à la publicité derrière, dès qu'il y a de la rémunération de publicité. Et ensuite, on veut pas aller vers des choses qui soient entre guillemets border dans l'opinion publique pour pas faire non plus de polémique. Et donc du coup, on essaye de faire vraiment gaffe parce que ça commence au tout début de la chaîne où je vous assure qu'en entretien d'embauche maintenant, une des premières questions des ingés et des docteurs, c'est quel est votre cadre éthique ? Est-ce que vous travaillez pour l'armement ou est-ce que vous travaillez pour le recyclage ? Et donc, du coup, il y a beaucoup plus de valeur et on trouve plus facilement des gens quand on travaille pour le recyclage que pour l'armement. Donc, ça commence là. Ensuite, forcément, les ingénieurs passent leur temps à développer des algorithmes, donc traitent de la donnée. Et donc, si c'est pour détecter... je ne sais pas moi, les caravanes et qu'il faut faire des gros datasets de caravanes et que ça ne plaît pas à l'ingénieur, alors qu'il va rester 2 mois, 3 mois, 6 mois sur cette fonctionnalité, en fait, je vais le perdre. Donc, du coup, je fais attention à ne pas le perdre. Donc, je fais attention aussi à tenir nos engagements et à rester dans le focus de notre vision, c'est-à-dire augmenter l'homme et ses sens. Donc, arriver à un moment où l'être humain est en surcharge cognitive, il y a trop de choses. Vous le voyez, je reprends toujours mon exemple de la voiture. Il y a trop de choses, on n'arrive plus à regarder les limitations de vitesse. Donc, il y a trop de choses à analyser. Comment on fait pour filtrer ces choses à analyser et pousser à l'être humain juste de la décision ? On voit ces gens qui sont devant 500 écrans et 500 caméras. Comment ils peuvent faire pour regarder ces 500 télés ? C'est impossible. C'est l'IA qui reste outil et aide à la prise de décision et non pas l'IA qui se substitue totalement aux qualités humaines pour pouvoir réussir à les prendre. C'est intéressant ce que nous dit William Gaël parce qu'on voit que cette demande, justement, ce besoin d'IA éthique, d'IA soutenable, d'IA de confiance, elle vient désormais de ceux qui la font. Complètement, et c'est important que l'homme garde la maîtrise des êtres humains. On a des passions, on a des vœux, on a des souhaits, on a besoin de sens, on en parle beaucoup. Et surtout, on est aussi, par nos cultures, le lieu où on a été élevé, habité par des biais. Et donc ces biais, ils se traduisent aussi dans la manière dont on va coder, les approches, et c'est cette diversité au moment du recrutement, au moment des échanges avec les clients, au moment des comités d'éthique qui est important et qui permet en fait d'avoir au final une représentation la plus diverse possible. Et je vais reprendre l'exemple de la voiture. On a des routes, c'est vrai. Tu en pirates beaucoup d'ailleurs. Ouais, je me permets de le souligner parce que ça peut être intéressant pour William en cas d'école intéressant. Mais la voiture, elle roule quand il fait beau, c'est cas idéal. Quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il grêle, etc. Tout ça, ça va rajouter du bruit et c'est important que cette voiture prenne les bonnes décisions et que l'humain, évidemment, in fine, arbitre et que cette IA, cette intelligence artificielle ne serve au final qu'à améliorer la sécurité de la voiture.
Des hackers qui viennent justement aider à enrichir les modèles IA que vous développez chez 22, c'est essentiel pour pouvoir tester les limites, j'imagine, des algos et des systèmes que vous développez. C'est la clé, la créativité. En fait, je t'écoutais parler, je te disais exactement ça. De temps en temps, c'est bien d'être polytechnicien et d'être super structuré et d'avoir une capacité de travail hors norme. Mais je cherche aussi des artistes dans les algorithmes. On cherche, c'est un peu notre avance, entre guillemets, française et européenne. Si aux États-Unis, il y a une culture du focus et d'être les meilleurs du monde sur la couleur verte, et qu'en Chine, c'est plutôt, on essaie de tout faire au maximum, mais sans trop de créativité, avec des algorithmes assez simples, on va dire, ou compliqués, mais sans beaucoup de créativité. Et ici, en France et en Europe, on a une manière de prendre les choses qui est beaucoup plus artistique, qui est beaucoup plus finalement créative, et par de la combinaison de réflexion, par toute notre éducation justement qui est multiculturelle, on arrive à faire des choses assez transversales qui marchent dans plein de secteurs et qui en plus de ça sont souvent aussi, voire plus performants grâce à la créativité qu'on y trouve. On fait beaucoup de parallèles, nous, avec qui on est en tant qu'humain, et donc du coup, on crée des IA qui sont, on va dire, plus complexes et plus créatives. C'est vraiment ce que je vois en Europe et surtout en France. Alors on va revenir à aussi une des spécificités françaises et européennes qui est plus du côté de la régulation et parfois un peu moins du côté de la créativité. Et ça, c'est intéressant parce que ces questions justement de régulation, et aujourd'hui de nombreux gouvernements à l'échelle européenne aussi et nationale, essaient de comprendre comment pouvoir réguler cette IA qui vient pour justement... comme le constat que vous en tirez, essayer de limiter son impact sociétal, environnemental s'il en est, mais aussi les problématiques qui pourraient surgir d'une mésutilisation de ces intelligences artificielles au pluriel. La question de la régulation, vous l'avez abordée par l'expérience, comme d'habitude. Ça s'est passé chez Coyote, au moment où forcément ces systèmes anti-radar étaient extrêmement challengés, notamment par le gouvernement et par les politiques. Bon, c'est un apprentissage un peu à la dure, mais justement, ça vous a permis de débusquer ces questions pour l'intelligence artificielle ensuite. Complètement. On a été interdit avec Coyote, on s'est adressé au gouvernement, on a fait un protocole d'accord, on a mis en place des associations de lobbying, ça en a découlé sur une nouvelle règle, une nouvelle loi, des décrets, des amendements, et donc un cadre législatif plus pérenne derrière. Qu'est-ce qu'on fait pour l'IA? Pareil, technologie qui fait peur. Pourquoi? Pas assez connue, donc on fait beaucoup de pédagogie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On ne connaît pas ses limites, parce que honnêtement, c'est de la bouillie mathématique, hein. Donc c'est compliqué pour tout le monde de comprendre ce qui se passe dans les algos. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un cadre, on demande au gouvernement de légiférer, on voit la CNIL qui se positionne, on voit l'Europe qui se positionne, on voit finalement le monde qui suit la GDPR et donc toute cette protection des données. On voit aussi que la reconnaissance faciale reste dans les interdits et fait peur, et on voit que cette technologie-là, dès qu'elle est assujettie à de la publicité, du marketing, ça fait peur aussi. Sachant qu'il y a un moratoire de la Commission européenne sur l'emploi de la reconnaissance faciale pour les États membres européens. Exactement, et il commence à limiter le contour, on commence à avoir justement une structure, mais toujours pas à l'heure actuelle. On reste dans un cadre expérimental, on n'est pas encore sur des cadres pérennes. Donc du coup, on demande, et là, il y a les élections qui se jouent, donc c'est pas maintenant que ça va bouger, mais on demande... Quoique, et on demande que justement ce cadre soit mis en place. Et honnêtement, on est assez créatif en Europe aussi là-dessus. C'est vrai. En matière de réglementation, on est extrêmement... Oh là, on peut en produire des régulations, je ne vous dis que ça. C'est justement intéressant parce que ça veut dire que vous avez pris les devants avec, je le rappelle, cette charte et ce comité éthique. Est-ce que la régulation de l'IA, elle peut venir par autorégulation des boîtes qui la font ? Je pense que c'est à nous de pousser des projets de loi. Je pense que c'est à nous qui connaissons de former les députés, toutes les personnes du gouvernement. Oui, je pense que c'est à nous parce que, on le disait au tout début de l'émission, j'ai un parcours autodidacte et honnêtement, cette technologie, je l'ai bien comprise en me confrontant à cette techno et à ses limites. Et moi, je pense que comme c'est un outil qui sera partout plus tard, autant le mettre tout de suite. Je rêve de former à l'Assemblée. Je rêve de rencontrer le gouvernement et de leur expliquer comment marche exactement une IA, parce que honnêtement, tout le monde est capable de le comprendre. Donc oui,
il faut absolument se rapprocher de tout le monde. Il faut leur dire, on forme les défenseurs des droits, on essaie de donner un maximum de billes à la CNIL, on essaye de donner un maximum de billes aussi au gouvernement. Et évidemment, il y a des entreprises qui, eux, abusent et vont un peu trop loin dans l'extrême et l'excès. Et donc, du coup, on a tous un rôle de créer ce cadre-là et de faire en sorte que demain, la piste de décollage de l'intelligence artificielle, ça soit un avion français qui soit en première ligne. Et on adorait être une petite souris pour voir former le futur Cédric O ou la future Cédric O à l'intelligence artificielle et aux lignes de code. On continue à parler justement de ces IA éthiques, de confiance, soutenables, durables. Dans un instant, où est-ce qu'on va chercher justement les talents, celles et ceux qui vont nous aider à pouvoir la bâtir, cette IA de confiance? On y revient avec William évidemment dans un instant, avec Gaël aussi qui a très envie d'aller hacker, j'imagine, tous ces systèmes-là. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et vous l'attendez évidemment, c'est le Zap avec Chérie Jessica Isengay. Retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours avec William Eldin, CEO et fondateur de 22, et évidemment avec Gaël Musquet. Ça tombe bien parce que Gaël Musquet a forcément une idée derrière la tech, là maintenant tout de suite. Et Gaël, aujourd'hui avec toi, on revisite un projet étudiant qui est devenu un projet même professionnel. Ça s'appelait Vidéolan à l'époque. Tout à fait. Je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Toujours rêvé de la sortir, cette petite chanson. Mais c'est bien, et elle est bien tombée. Vraiment, non, c'était beau. C'était beau. Quoique, c'est un peu la bohème de la vidéo. Presque. À l'époque, Deezer, Spotify, Netflix n'existaient pas. Hein. Les enfants, pour pouvoir regarder des films, écouter de la musique, on avait besoin de Winamp, de QuickTime, de Windows Media Player, des DVD. On avait encore des VHS fin des années 90. Ça rappelle quelque chose à William. et du coup, Vidéolan naît un peu de cette fin d'époque, hein, un peu analogique, et d'étudiants qui ont pour moteur le jeu vidéo. C'est un projet qui a très bien tourné. On va commencer par la référence que tout le monde a.
mon accessoire comme à chaque émission, le cône de chantier. Vous l'avez peut-être vu s'afficher sur vos écrans, il fut un temps. Malheureusement, je m'en souviens. Je dis malheureusement parce que voilà. Impossible de le rater. Alors celui-là, c'est le mien, je tiens à le préciser. Tu le gardes. Parce que les étudiants de Centrale, en fait, ce projet Vidéolab est né à l'école centrale. On ne peut pas avoir raté cette icône. Vidéolab, c'est plusieurs milliards de téléchargements, plusieurs centaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est un peu la représentation de ce que tu disais tout à l'heure, de la vraie French Tech, vrai savoir-faire français, comme le décrit très bien Jean-Baptiste Kempf, qui est le président d'ailleurs de l'association éponyme Vidéolab. Et du coup, cette association porte ce projet. Le projet est né donc à la fin des années 90. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'école centrale de Paris. Ils voulaient jouer à des jeux vidéo en réseau, faire des LAN parties, comme ça s'appelle encore aujourd'hui. Et ils cherchent des soutiens pour pouvoir faire ces jeux en ligne. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des partenaires. À l'époque, c'est l'entreprise Bouygues, propriétaire de TF1, qui est en charge de la construction de cette école. Ça tombe bien, en parlant de construction de cône de chantier. Et donc, ce qu'ils se disent, c'est qu'on va détourner un projet étudiant de diffusion de vidéos par satellite sur le réseau de l'école pour pouvoir financer ce réseau local de l'école. Et c'est comme ça que naît en fait Vidéolab dans les années 2001, en détournant en fait ce projet de clients vidéo sur des LAN, donc sur des réseaux locaux, qui donne naissance en fait à VLC, Video LAN Client. D'accord, vous l'avez peut-être plus connu sous son nom justement commercial de VLC pour le coup, si vous en souvenez, comme moi. Concrètement, comment est-ce qu'on passe de ce projet à un logiciel massivement utilisé ? Alors, ce qui est énorme, j'ai cité quelques logiciels au début de ma chronique, c'est qu'à l'époque, pour voir des vidéos, c'est DivX, qu'on avait en général souvent téléchargé sur des logiciels de téléchargement pair à pair. Il fallait des codecs, donc des petits bouts de logiciels qui se greffaient sur les logiciels de lecture vidéo ou audio et qui géraient plusieurs types de formats. Et la force de VLC, c'est de s'appuyer sur une bibliothèque, un autre projet libre qui s'appelle FFmpeg. Salut Fabrice Bellard, qui est aussi grand développeur de logiciels libres français. Et la force de Vidéolab, c'est d'être capable de prendre cette bibliothèque libre, de l'enrichir et de s'appuyer dessus pour pouvoir lire absolument tous les formats de vidéo, tous les formats audio et même de pouvoir écouter les flux radio qui arrivent sur des tuners TNT ou des récepteurs satellites. On peut recevoir et lire directement ces flux vidéo qui arrivent par des ondes hertziennes. Et Vidéolab est aujourd'hui absolument partout, dans nos voitures, dans les box des fournisseurs d'accès Internet, donc, que vous utilisez peut-être en ce moment pour pouvoir regarder l'école du futur sur TV. Absolument tous les appareils aujourd'hui multimédia utilisent ce projet Vidéolab. C'est pour moi une vraie illustration. On a parlé d'OpenStreetMap dans une précédente émission sur la cartographie libre. Là, on est vraiment sur une illustration de l'intelligence collective au service de l'intérêt général. C'est un logiciel, comme je disais, qui est très utilisé. Et comme il est très utilisé, il a suscité beaucoup d'appétit de grands groupes qui voulaient y injecter de la publicité. Là, l'association Vidéolab dit non. La CIA, le KGB qui veulent y installer aussi des logiciels espions pour pouvoir accéder évidemment à des portes dérobées comme ça. Et là encore, le logiciel, c'est un logiciel libre, donc on s'adapte. Les développeurs font en sorte que ce logiciel ne soit pas utilisé pour pouvoir compromettre la vie privée. On parle d'éthique depuis tout à l'heure. Là, c'est un projet qui est massivement éthique, pas assez récompensé à mon sens, même si Jean-Baptiste est un copain de promo et qu'il a été décoré de l'Ordre national du mérite. C'est important aussi qu'on souligne cette forme d'artisanat numérique dont on parlait tout à l'heure en Europe, en France, cette capacité que l'on aura, je l'espère, maintenant, mais aussi dans l'école du futur, de pouvoir mobiliser nos enfants sur des projets étudiants qui construisent et qui changent le monde, en fait. William. Oui, j'avais un petit truc à dire sur le modèle économique. En fait, c'est une super réussite. C'est partout. C'est clé
c'était il y a 10-15 ans. Donc du coup, on a l'impression que c'est fini. Ouais, il y a 21 ans. Ça 21 passe ans. trop vite. C'est moche ce que vous faites là. Vraiment, c'est... Ouais. Et du coup, en fait, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je crois que c'est une des plus belles réussites d'Internet française aujourd'hui. C'est le logiciel français le plus Ouais. utilisé, plus téléchargé. Ce qui est dommage, et souvent ce qu'on nous reproche dans la Silicon Valley ou ailleurs, c'est que ce genre de choses, il n'y a pas eu de business model derrière et ça n'a Et il y en n'a a pas pas. fait. Malheureusement, ça n'a pas fait une licorne. Pour autant, ça avait largement les capacités de le faire. Et c'est ça, en fait, en France, aujourd'hui, les entrepreneurs doivent se prendre en charge pour pouvoir créer des grosses machines. Et ça, mais c'est magique technologiquement et c'est tellement dommage économiquement parlant pour la France. Mais en même temps, c'est un bel exemple, en effet, tu le rappelais Gaël, d'intelligence collective et puis de défense aussi de ce bien commun qui est devenu, encore une fois, ce logiciel massivement utilisé. Encore une fois, on utilise du VLC tous les jours sans forcément s'en rendre compte. L'idée de se dire que dès le départ, il y avait aussi cette envie de défendre l'éthique du projet. C'est ce sujet et ce rapport éternel entre le payant et l'open source. Ouais. Et du coup, on est un peu perdus nous aussi parce qu'on décide quoi ? D'offrir des outils pour l'être humain et cet outil est gratuit et tout le monde peut construire dessus et ça va 10 000 fois plus vite, ou on reste dans notre modèle économique où on va créer de l'argent, de l'emploi, etc. Et du coup, la tech, elle pose cette question-là aussi. On va où ? Et beaucoup de projets ont prouvé que c'était... Il n'y a pas d'incompatibilité entre... il y a un mot, free, libre, open source software. Free, comme dans free speech, où effectivement, là, on va avoir comme la liberté de parole, d'opinion, parler de liberté, et la gratuité qui, elle, est pécuniaire, comme une bière gratuite. Et donc, il n'y a pas d'antagonisme. Linux a prouvé qu'on était capable d'avoir à la fois un modèle économique et de la gratuité. On a d'autres logiciels comme Docker. Videoland, c'est un exemple. Il y a une société et une association, une société qui s'occupe des prestations de services et de l'injection de ce logiciel dans les différentes boxes, même des avions de ligne, et une association qui gère la communauté, ce qui est très important d'ailleurs. Ce sont les communautés, ce sont ces hommes, ces femmes qui produisent ces logiciels, qui produisent ces algorithmes. On peut détruire le matériel, mais ces hommes et ces femmes seront toujours là pour soutenir des logiciels comme Firefox. Bien sûr, ce que j'allais dire. On citait encore, on pourrait faire carrément plusieurs émissions, exactement. Toute l'économie numérique aujourd'hui est basée sur des logiciels libres. Ça, on ne se le dit pas. On ne s'en rend pas compte parce que ça a l'air magique comme ça de lancer ces logiciels. Mais c'est important de leur rappeler que la gratuité n'est pas incompatible à la liberté. Et c'est dit ici sur le plateau de l'École du Futur, un très joli échange sur la philosophie économique justement et le bien commun numérique versus les bénéfices qu'on peut en tirer, bénéfices évidemment financiers. On revient à notre débat avec William, avec Gaël évidemment. Le 21e siècle sera IA ou ne sera pas, certes, mais où aller chercher les talents qui vont justement la construire, cette IA de demain. On en parle tout de suite. William Elder, je le rappelle, vous êtes le fondateur et le CEO de 22, cette agence, cette entreprise qui met au point l'IA éthique de demain, notamment via le computer vision, qui est une des disciplines évidemment de l'intelligence artificielle. Mais vous êtes aussi partenaire d'Evincity. On recevait il y a quelques jours ici dans l'École du Futur Lucille Robinet, la directrice de la communication de cette école d'un nouveau genre, une école qui mise sur l'intelligence artificielle éthique. Ça tombe bien. Avoir ces formations qui permettent dès le départ d'amener ces questions d'éthique, ces questions de confiance, c'est fondamental aujourd'hui pour pouvoir justement fabriquer ces IA à venir. Il faut se poser les questions dès le début. Comment on va faire quel algorithme, avec quelles données? Et si je dois reconnaître des tasses noires, il faut que les tasses noires soient équivalentes aux tasses blanches et aux tasses jaunes et aux tasses, etc. Donc du coup, en fait, oui, dès le début de la conception de l'algorithme, on doit réfléchir à comment, on doit faire attention aux biais, on en parlait tout à l'heure, et on doit faire attention aussi à toute la structure et où est-ce et par qui ça va être développé et surtout utilisé après. Donc oui, et d'ailleurs pour Evincity, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est cette éthique by design, mais même dans la réflexion de l'ingé ou du développeur. Du coup, en plus, ça m'est remonté assez étrangement à Evincity parce que ce sont nos ingénieurs et nos docteurs qui donnaient des cours justement et qui me remontaient leur envie d'intensifier ça. Et je dis, bon, alors ok, dans quelle école? À Cachan, ok, pourquoi? Ah d'accord, donc ça crée Evincity, ça peut être intéressant parce que nous, on parle pas mal d'éthique, eux aussi, et puis en plus
de ça, si on a des gens qui sont préformés, on peut les recruter derrière plus rapidement. Ils ont déjà ces compétences-là de la réflexion sur l'éthique. Donc du coup, j'ai trouvé l'alignement des planètes nickel. Et j'ai trouvé cette opportunité superbe parce que ça permet d'en parler, ça permet d'avoir des gens qui sont déjà formés et ça permet du coup de développer cette espèce de dynamique, ce mouvement autour de l'éthique et des algorithmes qui est clairement essentiel aujourd'hui. Il faut absolument qu'on se pose toutes ces questions-là. Donc voilà, une école qui forme sur ça, ça n'existait pas trop. L'éthique dans l'IA, honnêtement, l'éthique existe beaucoup dans la médecine, existe dans plein de choses. Mais il y a 5-7 ans, je cherchais des chaires éthiques ou des gens qui s'occupaient de l'éthique dans l'IA. C'était mission impossible, à part d'aller au CNRS ou justement des chaires qui sont vraiment très très spécialisées, il n'y en avait pas. Donc c'est cool, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école, même nous, l'éthique c'est quoi ? On a grandi dans des quartiers ou dans des maisons, on ne sait pas trop, on n'a pas côtoyé les mêmes personnes, on n'a pas côtoyé les mêmes développements. Donc du coup, c'est hyper important de faire une règle, une norme, au moins des sujets qu'on aborde tous quand on est jeune. Comme ça nous permet de se battre avec les mêmes compétences après et d'avoir les mêmes expériences. Et donc du coup, de créer par-dessus toutes ces bases, finalement, le futur. Et je suis très content qu'on puisse aborder ça à l'école. J'aurais bien aimé, moi, à l'époque. Aimer être dans cette école-là. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent que forcément, les biais algorithmiques, ils sont transposés par ceux et celles qui créent justement ces algorithmes, qui les codent. Mais plus on fait rentrer de diversité, de parcours, de profils, de genres, plus justement, on va enrichir ces algorithmes-là et non pas se baser sur des biais là aussi. Ce qui est fondamental dans cette école, où vous auriez adoré être étudiant, je le comprends, c'est qu'on va aussi aller sur 3 piliers, la technologie, l'éthique, le business. Et ça, c'est intéressant parce que vous le disiez vous-même, ça vous permet finalement d'aller directement chercher à la source celles et ceux qui vont peut-être être le futur de 22, mais au-delà même, c'est aussi se dire qu'on est en prise enfin avec le marché du travail et les besoins justement que vous avez en tant qu'entreprise fabricant l'IA. Le fameux mot concret. Là, on est vraiment dans le concret. C'est-à-dire, je suis embêté, moi, pour recruter. Je vais recruter où, comment ? Il y a Google qui recrute 3 fois le prix. Moi, je suis au milieu, je dois faire des IA. Les salaires étaient de 40 000 € il y a quelques années pour un développeur ou un ingénieur junior en deep learning, admettons. Aujourd'hui, c'est 60. Et ça n'arrête pas de monter. Donc, cette qualité... on la cherche aussi dans un ingé qui a l'habitude de voir tous les sujets, tous les projets et arrive à suivre tout au long de la vie d'un algorithme, justement, à la compétence de l'entourer. Donc du coup, oui, c'est essentiel de pouvoir recruter. En plus, je reviens sur Coyote. À l'époque où quand j'ai lâché Coyote et que je suis allé dans 22, c'est parce que j'avais découvert, grâce à la vision par ordinateur et la captation des panneaux de limitation de vitesse, la vision par ordinateur. On est en 2010. En 2010-2011, quand je me dis je vais embaucher des ingénieurs en deep learning chez Coyote, je vais chercher où ? Il n'y en avait pas, et cette techno-là, elle arrivait à peine. C'est qu'en 2013, 14, 15 qui a commencé à avoir les premières formations et donc les premières personnes qui sortaient d'école en disant « Ok, je sais faire un algorithme de A à Z, si on me donne la donnée et si on me donne le moyen de communiquer avec les capteurs. » Ah ouais, mais là, il va falloir que tu apprennes toute la chaîne. Parce que c'est vraiment important de comprendre tout pour avoir une bonne performance, etc. Donc en fait, ça y est, cette technologie-là est sur le marché. Cette technologie-là est implémentée dans des systèmes qui fonctionnent. Et maintenant, on connaît toute la chaîne de valeur. Donc les écoles et les formations se mettent à reprendre toute la chaîne de valeur. Et ça commence par l'éthique, la donnée, l'apprentissage, l'inférence, tenir ensuite l'algorithme à jour, donc le réapprentissage, l'active learning, voire même l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur final qui va dire « Oula, Algo, tu t'es planté là. Clac, je fais une boucle de réapprentissage avec de la donnée qui est in situ. » Et en fait, ça commence par les premières questions et ça finit par la performance de l'algorithme au quotidien, quoi. Et donc, toute cette chaîne de valeur, elle est hyper importante. Et aussi pouvoir aussi se former aux arrivées et aux innovations de ces intelligences artificielles tout au long de sa carrière. Vous avez prononcé un mot qui est très intéressant et très important, c'est celui de salaire. Gaël, est-ce que c'est un gros mot de parler de salaire dans les métiers du numérique et plus particulièrement de l'IA ? Ah non, c'est une question qui revient, c'est une des... C'est top 3 des questions que j'ai des jeunes que je reçois en stage à Vernon, auquel je monte ma fiche de paie. Ce qui permet tout de suite à ces enfants de se rendre compte de ce que c'est que d'entreprendre. Alors, pas forcément d'être entrepreneur, chef d'entreprise, mais d'entreprendre.
président d'association, s'engager dans un projet, gérer un projet. On parlait de Vidéolan tout à l'heure. Ces projets, ces associations ont aussi des budgets, des besoins, etc. Et je le disais tout à l'heure en préparation de l'émission, un enfant de 3e aujourd'hui est sur le marché de l'emploi, du travail, dans 5 ans. Ouais. Donc, parler à ces enfants de ce que c'est qu'entreprendre, dans tous les sens du terme, on s'entend, comment on va pouvoir en fait maîtriser tout au long de sa vie, de sa carrière, un projet, une technologie. Moi, quand je t'en parlais là, d'intelligence artificielle sur la vision, je pense tout de suite au projet OpenCV, donc Open Computer Vision que j'utilisais au ministère à l'époque, pareil, 2010, 2011, pour compter des voitures automatiquement, détecter ce que c'est qu'un camion, ce que c'est qu'une moto, ce que c'est qu'un véhicule léger. Et on est au ministère. Et on parlait tout à l'heure de l'importance de former les élus. Je le dis régulièrement, sur le marché de l'emploi, on a aussi les services publics et les entreprises privées, les startups n'ont pas le monopole de l'innovation. Et c'est important que les services publics aussi, les fonctionnaires, puissent se former et qu'on puisse aussi, on a vu des initiatives naître, des Talab, de la DINUM sur les entrepreneurs d'intérêt général. C'est important qu'on puisse aussi soutenir ces fonctionnaires, ces agents du service public dans l'innovation et qu'ils puissent faire face aux défis. On a eu le Covid, besoin de fabriquer des respirateurs. Tout ça, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat et en tout cas de formation tout au long de sa vie. C'est donc une acculturation générale de l'IA et de ces IAT qu'il faut justement avoir. Une nouvelle techno. Des fois, dans les services publics, c'est vrai que ça évolue tellement en termes de salaire, ça augmente tellement, pour rester sur le salaire, vite en plus, même moi, d'un copil RH à l'autre, donc c'est des comités de pilotage en interne. De temps en temps, il y a des postes qui prennent 5K parce qu'il y a Alan qui a levé 200 millions d'euros, qui ont recruté 500 personnes, et du coup, le marché, il vient de monter de 5 ou 10K en une semaine. Et il y a pénurie. Et on appelle maintenant les agences de recrutement et elles nous disent « Ah non, on ne prend pas ce poste-là. » Attends, pourquoi? C'est DevOps, c'est normal comme poste. Ben non, en fait, on ne trouve pas. Le marché, il est complètement verrouillé. Et j'en parle souvent à la DINUM, justement, et à tout. On bosse pas mal avec le ministère de l'Intérieur et tout. C'est difficile en fait de prendre des gens et de les payer et de les garder dans des administrations comme ça qui sont souvent plus longues, plus lentes et malheureusement qui sont moins attirantes pour les jeunes talents parce que très protocolaires, très structurés. Donc c'est vrai que pour travailler beaucoup avec eux et pour voir l'évolution du marché, honnêtement, même moi des fois, je perds pied, j'ai l'impression, je me dis, attendez, DevOps, c'est pas compliqué, tout le monde en a quand même des DevOps pour mettre en place toutes ces IA dans le monde réel, parce que c'est bien de savoir faire un algorithme. Mais bon, si je sais conduire qu'une Formule 1, je vais pas aller chercher ma baguette de pain avec une Formule 1. Je vais aller chercher ma baguette de pain avec un scooter électrique ou autre chose. À pied. À pied, encore mieux. C'est plus écologique. Voilà. Et en fait, tout ça pour dire que toute la chaîne autour de cette nouvelle technologie, elle reprend les mêmes postes que ceux de l'intégration de tout un tas de choses en informatique. Et donc, du coup, il y a tout un écosystème parce que plus on connaît comment fonctionnent les algos, meilleur on sera sur toute l'intégration et sur tout le reste. Et vous le voyez, c'est vraiment cette culture de l'IA et de l'IA éthique et de confiance qu'il faut développer de l'école jusqu'à la profession, à la carrière tout au long de la vie, aux institutionnels aussi, qui sont là pour assurer les réglementations et aussi les applications de ces intelligences artificielles. Je voudrais qu'on revienne quand même très rapidement à votre parcours, William, parce qu'on l'a dit, vous êtes autodidacte, vous avez fait 1000 choses. Un entrepreneur, serial entrepreneur, c'était l'expression consacrée il y a encore quelques années, mais elle date un peu maintenant, dans l'économie numérique. Vous êtes aussi prof à Sciences Po. Qu'est-ce que vous apprenez à ces étudiants? Comment fonctionne l'IA? En fait, c'est surtout politiquement parlant. J'essaie de former le gouvernement avant qu'il soit mis en place. Donc, du coup, c'est vrai que dans ma classe à Sciences Po, souvent, j'explique quels ont été les biais, quel est le cadre éthique et tout ça, parce que c'est eux qui vont décider des lois demain et qui seront peut-être présidents de la République. Ils seront en cabinet surtout. Voilà. Et comme je dis souvent,
malheureusement dans les cabinets, trop de Sciences Po, pas assez de techno. Donc c'est important qu'on ait des techniciens présents au moment de la formation. Pour que les cabinets ministériels, justement, puissent être plus informés, mieux formés à ces enjeux. Il y a en effet, Gaël. C'est uniquement ça. Et alors c'est passionnant parce qu'on s'éclate, on fait des ateliers. Sciences Po est très critique, donc même moi, ça vient m'activer un peu mes neurones en mode, ok, il faut que je me défende là, parce que politiquement, ils sont engagés. Donc là, non, j'explique. Et donc du coup, c'est sympa. Le cours est devenu quasiment un débat, où on montre des choses et on débat autour. Et donc du coup, l'objectif est de répandre ce savoir. Parce que tout le monde est capable de le comprendre. Et c'est ça qui m'agace. C'est qu'en fait, on est dans l'ère où on doit rapprocher ce fameux laboratoire de recherche fondamentale avec l'usage dans la vie de tous les jours. Et moi, le plus dur au tout début de 22 a été de faire parler mon directeur de la science, docteur en IA, triple master, et quelqu'un de surdimensionné cérébralement, avec quelqu'un de surdimensionné socialement, qui est mon directeur du business. Mais les deux n'arrivaient pas à se comprendre. Il y en a un qui veut prendre son temps pour faire les choses parfaites, et l'autre qui veut faire de l'argent pour pouvoir développer l'entreprise. Et donc, je pense que je l'ai eu à petite échelle dans ma boîte, mais c'est ce qu'on doit tous avoir maintenant. On doit rapprocher le CNRS, qui est complètement opaque, qui utilise des mots très compliqués, toute cette recherche, alors que finalement, c'est très simple à comprendre. J'ai compris. Donc on peut tous le faire, tout simplement. Moi, j'aimerais bien être William Eldin, dis donc. Ça a l'air assez sympa comme vie. Parfaite conclusion pour cette émission, William. En effet, comment est-ce qu'on arrive à rendre cette IA tangible, cette intelligence artificielle de demain qui suscite beaucoup de fantasmes technologiques, parfois à la lisière de la science-fiction? Elle est pragmatique, elle est explicable, elle peut être plus transparente et donc plus éthique et plus durable. Vous la construisez tous les jours aux côtés de vos collaborateurs et collaboratrices chez 22. Merci infiniment d'avoir participé à cet épisode de l'École du Futur. Évidemment, Gaël, toi aussi, tu participes à cette mise en lumière de ces intelligences artificielles du futur, qui sont déjà un peu celles d'aujourd'hui, avec toutes les actions que tu mènes. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis dans l'École du Futur. On se retrouve dès demain en plateau pour de nouvelles aventures.